Hein. Nous sommes capables d'une violence destructrice et autodestructrice sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Voilà, hein, il faut le dire. Voilà. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale et qu'il a fallu dédommager les Juifs, la question ne s'est pas posée. Et jusqu'à ce jour, tout Juif naissant a une dot que le monde verse, que tous ceux qui ont participé ou pas, même l'Afrique, lui verse. Et comme un malheur n'arrive à presque jamais tout seul, vers la fin du XVIe siècle, notamment en 1591, l'Empire Soraï fut attaqué, envahi et dévasté par les musulmans arabes à partir du Maroc. Là, les envahisseurs musulmans, militairement supérieurs, car ils possédaient eux aussi les armes à feu, se sont conduits avec autant de sauvagerie que les agresseurs européens. Voilà, hein, c'est donc c'est pas encourageant de ce point de vue-là. Hein. Nous sommes capables d'une violence destructrice et autodestructrice sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Voilà, hein, il faut le dire. Voilà. Il faut savoir, parce que c'est là, pour rester correct et respectueux de la vérité, il faut savoir que ces musulmans arabes, qui jusqu'au 15e, 16e siècle, et même jusqu'au début du XVIIe siècle, avaient fait cette espèce de traite des noirs plutôt artisanale, un petit peu marginale. À partir de la fin du XVIIIe siècle, ils sont devenus aussi prédateurs que les Européens eux-mêmes. À tel point que de une ou deux razzias par an, qui se faisaient autrefois, à la fin du XVIIIe siècle, ils ont atteint, dans quelques régions de l'Afrique, le rythme de 80 razzias par an dans certaines régions de l'Afrique. Je vous laisse donc imaginer l'étendue de la dévastation provoquée par les musulmans arabes, hein, à partir surtout du XVIIIe siècle. Il faut donc comprendre que c'est le cumul des invasions et des attaques européennes et arabes, et donc le cumul des traites qui a saigné le continent africain et qui l'a saigné jusqu'à le mettre vraiment à genoux. Pour comprendre comment l'Afrique fut dévastée et plongée dans les ténèbres, il faut garder donc à l'esprit au moins deux réalités qui ont été déterminantes. A. À partir des premières attaques portugaises, dont personne ne saurait nier la portée meurtrière, ce continent est devenu la cible, je dis bien, ce continent est devenu la cible de toutes sortes d'agressions venant de l'extérieur. Il est aussi devenu le théâtre de guerres internes favorisées par les commerçants négriers afin de se procurer le plus grand nombre de captifs. Ça, c'est un aspect qui est vraiment déterminant dans cette histoire. Le deuxième aspect, c'est que les agressions et les guerres internes ont créé, et cela a été inévitable, une situation d'insécurité permanente, de plus en plus généralisée dans tout le continent africain. Cette situation chaotique s'est prolongée pendant plusieurs siècles, jusqu'en 1850 et encore au-delà, puisque alors là, ça va s'enchaîner avec les guerres d'agression et de conquête, les guerres dites coloniales, qui va se prolonger jusqu'à la première, je crois, jusqu'à la première partie du XXe siècle, dans les années 1920 ou 30. Donc je vous laisse imaginer ce que cela peut représenter pour un continent assailli, attaqué, agressé de tous côtés, devenant la cible de toutes sortes d'attaques et d'agressions militaires venant de l'extérieur,
et cela pendant à peu près 3 ou 4 siècles de manière ininterrompue. Voilà, hein, c'est donc c'est pas encourageant de ce point de vue-là. Hein. Nous sommes capables d'une violence destructrice et autodestructrice sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Voilà, hein, il faut le dire. Voilà. Bon. Là, au risque de choquer, je dis, cependant, pour respect de la vérité, il faut admettre qu'en Afrique, les Européens ont bénéficié, outre la supériorité des armes, ils ont bénéficié de quoi? Des structures développées par la traite négrière des signes arabo-musulmans qui étaient déjà vieilles de 4 siècles, même si elles restaient marginales. Mais il y avait quand même des structures, parce qu'il fallait bien des structures pour que ce commerce puisse avoir lieu. Si nous prenons la problématique des réparations, vous voyez, moi, ma position a toujours été la même. Je suis pour les réparations. Financières, on parle bien de réparations. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Pas que financiers, à tous les niveaux. Bon. Mais la chose, c'est que ce qu'il y a de particulier, c'est justement d'aborder la question avec les gens qui ne sont pas d'accord. Vous voyez l'affaire? Parce que il faut essayer de voir, mais comment peut-on organiser l'injustice à ce point-là? Vous avez le Zimbabwe, un changement politique qui arrive il n'y a même pas 15 jours. Et quelle est la première chose qu'on met sur le tapis? Les réparations pour les colons anglais. Donc, le Zimbabwe doit payer des réparations à des colons qui ont agressé les Zimbabwéens pour voler leurs meilleures terres. Mais puisque ça a marché aux Antilles. Et on trouve normal. Ça a marché aux Antilles. Voilà, mais on trouve normal de venir dire que c'est aux Zimbabwéens de payer les réparations aux colons impérialistes. Mais est-ce que vous voyez l'affaire? C'est l'habitude européenne, puisque oui, Haïti a dû acheter finalement. Oui, mais c'est ça. Mais maintenant, quand ce sont les victimes qui posent la problématique des réparations, comme par hasard, vous voyez, il y a toujours un problème. Donc vous voyez bien que la problématique des réparations est une problématique raciale. Il faut se le dire clairement. Parce que quand ça concerne les Occidentaux, comme par hasard, il n'y a jamais de problème. Mais quand ça concerne un peuple du Sud, peu importe le peuple, il y a toujours des problèmes. Parce que c'est un rapport de force et c'est un problème racial. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est ça qui est quand même marquant. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui ne sont pas d'accord comprennent bien que la problématique, ce n'est pas les réparations. Il faut bien comprendre ma position. Le problème sérieux, le plus important, c'est qu'il faut introduire la morale dans une page d'histoire qui n'a que trop duré. Hein, nous sommes capables d'une violence destructrice et autodestructrice sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Voilà, hein, il faut le dire. Voilà. Parce que nous sommes dans l'immoralité la plus totale. On a dédommagé des colons, on ne dédommage pas les victimes et on vient organiser une géométrie variable pour dire non, on ne va pas dédommager. Ce n'est pas normal. Parce que la première victime, c'est la vérité. La deuxième victime, c'est la morale. Après, on organise l'escroquerie intellectuelle à tous les étages de la fusée. Et ça, il faut être quand même un minimum sérieux. Il est temps que les gens se réveillent, soutiennent cette cause, parce qu'en Guadeloupe, on a besoin de comprendre que rien n'a été fait concrètement pour que la vérité soit rétablie, parce qu'on a besoin que nos ancêtres soient honorés dignement, que nous-mêmes, dans notre vie au présent, on puisse vivre dignement. Et donc, on en a marre des discours de mépris, on en a marre de cette hypocrisie qui règne et qui ne veut même pas faire admettre qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Si effectivement, les descendants de l'autre côté là, c'est-à-dire des Français qui nous ont réduits en esclavage, ont réduit nos ancêtres en esclavage, ont un minimum de dignité, d'humanité et de respect pour nous, eh bien, il faut y aller sur le procès. Ça peut prouver qu'ils n'ont pas senti concernés du tout par rapport à sa famille à fait. Parce que toutes les yoga disent nous, à nous, ce n'est pas nous, ce sont nos ancêtres. Eh bien, je là qu'ils le prouvent. Qu'est-ce que vous dites aux gens effectivement qui voient le fait de demander réparation financière comme une espèce de profitation, on va dire, entre guillemets? Il faudrait en rire, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale et qu'il a fallu dédommager les Juifs, la question ne s'est pas posée.
Et jusqu'à ce jour, tout juif naissant a une dot que le monde verse, que tous ceux qui ont participé ou pas, même l'Afrique, lui verse. Donc ça me fait rire. Pourquoi nous, qui avons travaillé aujourd'hui, hier, avant-hier, pratiquement gratuitement, pour pouvoir faire entrer de l'argent dans les caisses des grandes puissances d'aujourd'hui, devons-nous nous sentir, je ne sais pas moi, avoir honte ou gênés? Non, ça ne me pose aucun problème de demander des réparations pécuniaires. Mais ce n'est peut-être pas ma priorité, mais c'est sûr que ça ne me pose aucun problème. Parce que vous êtes dans une situation où l'Europe est jugée partie. Il n'y a pas de neutralité dans le bourreau juge. Qui se juge. Mais attendez, il faut être quand même un petit peu sérieux. Moi, j'ai toujours dit que c'est une affaire qu'il faut régler le jour où le juge n'est pas occidental. Parce que tout autant que vous êtes jugé partie, mais ce n'est pas de la justice. Il faut être quand même un petit peu sérieux. Vous voyez, il y aurait eu n'importe quel autre peuple ou personne d'ascendance d'une autre civilisation à la place du juge, vous auriez eu une orientation différente des débats. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Mais là, quand vous êtes dans une problématique, vous avez un individu qui est jugé parti, ah ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne va organiser que l'escroquerie intellectuelle. Et ça, il faut se le dire clairement. Est-ce que vous voyez l'affaire? Mais la chose, c'est justement de continuer à avancer. Parce que le combat pour les réparations est un combat non seulement qui est juste, mais c'est un combat qui est moral.